grinder comme Xavier Dolan, un hustler comme l'anneau de l'âne. Il faut que je sorte l'album de l'année. Hall of Fame, Timo Solani. Un grinder comme Xavier Dolan, un hustler comme l'anneau de l'âne. Il faut que je sorte l'album de l'année. Hall of Fame, Timo Solani. Dans le salon du Grinder. Puis avant de lancer le deuxième show, faut que je remercie Rod Lester pour sa chanson Lyle Old Line, qui m'a fièrement prêté pour le début du podcast. Je suis très, très, très content. Merci également à Norton Baller. Je porte un chandail kangourou d'eux autres. Eux, là, c'est un brand du Québec. Des gars que je connais sont extraordinaires. Là, ils m'ont fourni des chandails. Je les porte fièrement. Donc, les joueurs de basket, les joueurs de football, les joueurs de baseball, c'est pour vous autres. C'est fait au Québec. Good job, les boys. Puis si je reviens au dernier show, là, le premier, c'était Alex Bocage, la vedette des Huskies de Rouyn-Noranda. Mais là, j'ai déniché une pièce d'or. Ben, un anode de cuivre, on va dire ça de même. C'est Steve Anodadje Stone Cold Jolin, qui est ici avec nous. Salut, man, ça va? Ça va super bien. Steve, t'es le boss, le président des 10 7e ciel depuis des années. Depuis le début, 2003. 2003, puis tu me parles de 2003, je me souviens du premier set qui est sorti à cette époque-là. Ouais. Puis je me souviens du premier show que je suis allé voir. Je pense que c'était ton lancement au Mousse, tu sais, en haut. Exactement. Puis les invités, je m'en souviens, LD, ouais. Breeze, ouais. Puis Lévesque. Lévesque, puis Pi. Qui était toute la gang des ambassadeurs, en fait. Là. Exact. Fait que je m'en souviens, c'était un excellent jeu. Bonne mémoire. Ça fait 16 ans déjà. Ouais, ça fait 16 ans. Ça nous rajeunit pas. Non. Fait que le premier set, ton premier album, t'en as eu 3 en tout. Ouais. Un en 2006, Septentrion. Exact. 2010, etc. Ouais, ça. Et là, t'as plus d'album depuis 2010. Plus d'album. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai décidé de me consacrer plus au label qu'à ma carrière artistique. Le label était en train de grossir, puis je sentais que de faire les deux, ça commençait à être compliqué. Tu sais, il y avait plus de travail qui nécessitait ma présence au niveau de la maison de 10, au niveau de la promotion, du management, tout ça. Puis tu sais, c'est du travail de monter un album, de faire des chansons, de monter sur scène, préparer ça, faire de la route. Puis tu sais, je veux dire, j'ai autant de valeur, je me sens autant valorisé en travaillant avec les artistes, puis par le succès des autres artistes avec qui je travaille, que mon succès en tant qu'artiste à moi-même. T'sais. Donc, une année, ça s'est fait un peu naturellement, puis c'était bien correct comme ça. On parle d'artistes, tes artistes. Je vais tester ma mémoire encore une fois. Je vais essayer de toutes les nommer, ceux que tu représentes. Évidemment, Corias. Ouais. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant les 5 à 7. Pas capable de marcher dread, show head. Toutes tes conneries, t'as toujours les bonnes défaites. Ouais. Dramatique. Ouais. La vie est crazy, c'est dramatique avec un gars. Les gyrophares du système, c'est dramatique avec un gars. À la claire ensemble. Yeah. La famille, tout ce qui compte. Yeah. La famille. Ouais. Fouki. Obia le chef. Excuse. Est-ce qu'on se connaît? Brown ou Brown Family. Brown Family, ouais. Je pense que des gars qui sont nerveux. LAF, je pense que c'est passé tout dernièrement. Ouais, c'est nouveau, ouais. Est-ce qu'il m'en manque? Ben là, après ça, t'as les sous-projets de la Claire ensemble. Robert Nelson, Ken Lo, Eman Villouper, Manu Militari. Moi déjà que mes parents étaient pas genre présents. Ils m'ont droppé d'un centre d'accueil à 13 ans. Je pensais rien qu'à ma mère. J'avais pas de haine pour elle, même si elle m'avait sorti de la maison comme une... Il faudrait pas que j'en oublie, là. C'est ce que je me suis dit, là. Je pense que je suis pas mal... Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est là. Ah, Zach Zoya. Ah oui. T'étais avec lui à Toronto il y a pas longtemps, je pense. Exact. Puis Soulja aussi, avec qui on travaille, ouais. OK, Soulja. Ouais. Vu que tu me parles de lui,
on s'en est parlé, je pense, via Messenger, là, mais je veux juste t'expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais pour Chaudia, parce que lui, il est produit par Explicit, Ouais. mais c'est chaud, c'est vous autres qui s'en occupiez. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que lui, ça fait des années qu'il est avec Explicit, puis qu'il il rappe le code barre, comme il dit. Et nous, on a donné un coup de main. Nous, on a une expertise. On fait de la production de disques, on fait de la production de spectacles, on touche à peu près à toutes les sphères dans l'industrie. Et ça, c'est un côté qui était peut-être pas très bien exploité chez Soulja. Il faisait des shows, mais il y avait pas vraiment encore d'équipe comme telle une équipe de production qui pouvait mettre les choses en place. Donc, nous, ce qu'on leur a proposé, c'était de prendre ce côté-là de sa carrière en main. Puis, c'est quand même un côté qui est super important pour un artiste parce que ça permet la rencontre avec tes fans, ça permet de développer ton public, créer des lancements, des rentrées montréalaises, tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait avec lui. Puis, ça se passe super bien. Écoute, notre alliance c'est Soulja, c'est un super gars, tellement talentueux, mais non seulement talentueux, c'est un gars qui est très agréable avec qui travailler. Donc, ça a été un fit naturel. Puis, on travaille sur la deuxième tournée là, déjà. Ça va vite. Puis lui, il va lancer un nouvel album en 2020 encore. Fait ça au MTLUS. On fait ça en grand au MTLUS, une des plus grosses salles à Montréal. Donc, il est rendu là. Tu vois, c'est des choses qu'on est bien content de travailler avec lui. C'est une excellente nouvelle. Puis on parle de tes artistes. Je vais aller plus loin un peu. Gala de la disque. Ouais. Incroyable, là. Ce qui se passe là. À la Claire Ensemble, parmi les nommés. Chaudia, parmi les nommés. Corias, parmi les nommés. On a vu Fouki également, qui est là, qui était parmi les nommés. Qu'est-ce qui se passe dans le game? Ça l'a changé, ça l'a évolué. Moi, j'en parle souvent à ma blonde. Tu sais, je suis un fan de Rap Cap depuis des années. Puis je me dis, là, je sens qu'on est là. Tu sais, les gens nous reconnaissent. Je dis nous parce que je me considère fan. Ouais. Les gens nous reconnaissent. On passe à la radio, ça parle de nous. Puis, tu sais, je regarde les écoutes sur Spotify, là. Pierre Lapointe qui dit j'ai 1 million d'écoutes, là, mais moi, je regarde Corias, Chaudia, là, c'est plus que ça, c'est 3, 4, 5 millions, là. T'sais, on se rend compte qu'on est là. C'est quoi qui a été le tournant? C'est-tu les textes qui sont meilleurs, les beats qui sont meilleurs, la publicité envers le rap? C'est quoi que tu penses qui peut avoir changé simplement l'évolution de la chose, tu sais? Je pense que c'est un peu tout ça. Je te dirais l'évolution, évidemment, du marché. C'est sûr que, on sent que maintenant, tout est beaucoup plus localisé sur le web. T'sais. Donc, déjà en partant, on sait que nos fans, les gens qui consomment du rap, c'est souvent des gens qui sont sur le web en partant. Je te dirais que la venue des plateformes, ça a joué un grand rôle là-dedans. Ça a démocratisé beaucoup la musique. Ça l'a décloisonné beaucoup. Les plateformes comme Spotify, exact. Les plateformes Apple Music, les Deezer, tout ça, tu sais, ça l'a démocratisé la musique et ça l'a décloisonné, qui fait en sorte que même si le rap c'est une musique très identitaire, très très territoriale, ben maintenant tu peux consommer de la musique qui vient d'ailleurs plus facilement et c'est beaucoup moins difficile. Faut faire attention, il y a beaucoup plus d'offres maintenant, donc c'est plus difficile de se démarquer. Par contre, c'est plus facile d'offrir sa musique. Après, écoute, le rap a suivi son évolution naturelle, c'est-à-dire que, tu sais, ça fait des années que c'était là aux States, ça fait des années que c'était là en France, et ici, ça faisait des années que ça s'en venait, que il y a des gens qui étaient là, qui a eu des, je veux dire, ça fait longtemps qu'il y a du rap keb, mais ça a toujours été un peu parallèle, tu sais, le rap. T'avais le rap keb, puis t'avais l'industrie de la musique. C'était deux mondes parallèles. Exact. Après, on a navigué là-dedans. On s'est dit, regarde, on va prendre la voie parallèle, puis tôt ou tard, ça n'aura pas le choix de se rejoindre, puis on est rendu à la croisée des chemins en ce moment. T'sais. Donc, je te dirais que ça fait peut-être 2-3 ans là, qu'on sent que on est partie intégrante de l'industrie. De un, les statistiques, c'est nous autres qui les avons. C'est-à-dire que c'est nous autres qui remplit les salles. C'est nous autres qui a les meilleurs stats justement sur les plateformes de streaming. Donc, les gens, l'industrie musicale
ne peut plus nous ignorer. On est là, puis on est là pour rester. J'aime ça entendre ça. Puis tu as parlé de l'Europe dans tes propos. Ouais. Tu as déjà été en Europe avec un de tes poulains, aller vivre ça là-bas. Le rap, c'est gros là en France, là, on va se le dire. Des gars comme Lafouine, Cynic, Booba, là, c'est vraiment immense là-bas. T'as-tu eu la chance d'aller visiter ça avec l'un de tes poulains? Ben moi, je vais régulièrement. Là. Je vais toujours. Ça fait peut-être 7-8 ans que je vais régulièrement pour démarcher, rencontrer des gens. On a fait quelques tournées avec Corias, on a fait avec Alatler. Fouki est allé une couple de fois. Il retourne, va faire la première partie au Bataclan avec Lord Esperanza. Tu sais, on a eu quelques petites phases exploratoires. Tu sais. Mais tu l'as dit, tu sais, l'Europe, c'est pas simple parce que c'est grand. Ouais. Encore là, je te disais, c'est une musique très identitaire, donc tu débarques pas là, c'est pas n'importe qui débarque là, puis les gens peuvent pas nécessairement facilement s'identifier à ce que tu fais quand t'es québécois. Tu sais. Par rapport à la barrière de la langue, l'accent, tout ça. Qui est très différent. Qui est très différent, mais aussi parce qu'on vit pas nécessairement les mêmes choses non plus. Tu sais. Donc, il commence à en avoir. Tu sais, il y a Loud qui commence à faire son chemin un petit peu là-bas. Fouki, qui a une chanson qui tourne qui tourne sur France Inter, qui a beaucoup d'intérêt. Alatler, qui a fait quand même 3 tournées qui retourne en 2020, tu sais, il y a un intérêt pour le rap keb. Après, je te mentirais pas, c'est pas facile de se faire un chemin dans toute cette offre massive là qu'il y a en France. C'est encore très niché le rap keb, mais encore une fois, le décloisonnement et l'accessibilité à la musique a fait en sorte que c'est plus facile de s'exporter. Puis tu parles de Loud. Loud est allé au Centre Bell 2 fois, le rempli. Y a-tu un de tes gars qui s'apprête à faire ça? T'as-tu ça dans ta tête? Soit le Centre Vidéotron, le Centre Bell, tu sais, un big show de même, soit avec 1 ou 2, 3 de ta gang, là, pour... Ben, tu sais, je te dis qu'il y a rien d'impossible, tu sais, mais c'est pas un but en soi de faire ça pour nous autres. Puis respect à Loud puis à Joyride pour l'avoir fait. Je pense que c'est un moment historique pour le rap keb. Puis j'étais là, j'ai assisté au premier soir, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu sais, c'était vraiment une belle soirée. Mais c'est comme je te dis, c'est pas un objectif pour nous autres. Tu sais, mais écoute, je te dis pas que ça arrivera pas. Là. C'est quelque chose qui est très très possible. Mais c'est pas quelque chose qu'on s'est dit. Peut-être pour les 20 ans de 7e ciel, on va se péter un trip. Tu sais, ça s'en vient quand même bientôt. Peut-être qu'on va se péter un gros trip au Centre Bell. Puis, mais tu sais, comme je te dis, nous la vision par artiste au niveau de la carrière, c'est quand même assez unique par artiste. Donc, c'est pas un but ultime de dire, hey, toi, tu vas faire le Centre Bell, toi, tu vas faire 3 MTLUS. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait notre planning. Là, j'aime ça, tu parles au nous. Tu sais, 7e ciel, c'est pas Steve Jolin, là. Non. C'est 7e ciel, 10 7e ciel. Je trouve ça très intéressant, l'équipe, l'aspect familial. Ta conjointe, je pense qu'elle est impliquée un peu dans 17e ciel parce qu'à chaque fois que je vois un show, elle est à billetterie ou elle est là. Tes enfants, je vois ton petit gars avec son gilet de basket, puis ses choses de basket. Ta fille, je pense que vous êtes une famille quand même. Une famille tissée serrée tout court, on oublie quand même, là. Mais sont là avec les poulains, je pense qu'ils ont l'air à les connaître également. Tu sais, vous êtes quand même serrés, vous suivez. Parle-moi de ça un petit peu, le support que t'offre ta famille, dans le fond. Tu sais, ça fait 22 ans, je pense, avec ta conjointe. Ça fait 22 ans dernièrement là, qu'on est ensemble. Mais écoute, c'est pas de secret pour personne. Tu peux pas faire ce métier-là en étant de Rouyn-Noranda et d'habiter à Rouyn-Noranda. Tu peux pas faire ce métier-là si t'as pas une famille qui supporte puis qui embarque dans ce trip-là. Tu sais, depuis le début, je veux dire, avant même que je sorte moi mon premier album et que je fonde la compagnie pour
sortir mon premier album. Ma blonde était là, puis elle me supportait là-dedans, tu sais. Fait que de voir aujourd'hui, ben c'est sûr que elle a vu toute l'évolution de la compagnie, l'évolution de nos projets, mon évolution moi en tant qu'homme d'affaires, puis patron d'entreprise aussi, tu sais. Mais c'est sûr que si la famille est pas là, puis c'est super important pour moi, tu sais, parce que c'est quand même une grosse job. Puis ça te prend une bonne stabilité pour pouvoir mener cette grosse barque là, tu sais. Et la stabilité, ben c'est ce qui me tient groundé. Moi, c'est ma famille, c'est mon chez nous dans le bois, c'est tout cet environnement qui me tient bien groundé et qui me garde la tête bien froide. Ton chez vous avec un court de basket. Ouais. J'ai vu des vidéos, tu jouais contre ton gars, c'est malade là. Ouais, c'est cool. Ben tu sais, moi je suis tellement souvent parti que quand je suis chez nous, je me suis arrangé pour être bien puis pas devoir sortir de chez nous, tu sais. Ouais. Fait que quand je suis chez nous, j'ai mon court de basket, j'ai ma piscine, j'ai mon terrain, j'ai mes bébelles pour m'amuser. Tu sais, c'est tout ce que j'ai de besoin, puis je suis bien heureux avec ça. Je veux parler un peu de... Je recule dans le temps encore parce que t'es prof, t'étais prof d'éduc, t'étudies, c'est-tu à Sherbrooke que t'étudies à ce moment-là? Donc, t'étudies pour être prof d'éduc parce que t'es un passionné de basket aussi, puis tu faisais du rap pendant ce temps-là. Ouais. Mais c'était quoi ton but entre les trois, là? C'était-tu d'être prof? De jouer dans la NBA? Ou d'avoir ton label aujourd'hui comme ça, là, tu sais? Ben écoute, moi quand j'étais le label c'était même pas dans mes plans, tu sais. Pour être honnête, là, tu sais, moi je me souviens, j'étais au secondaire, puis je disais quand les gens me demandaient ce que j'allais faire dans la vie, je leur disais que j'étais pour faire du rap. J'allais vivre du rap, c'était ça que je voulais faire. Fait que j'étais un passionné de rap, j'écrivais, tu sais, le problème que j'étais de Rouen. À Rouen, il y avait pas de beatmaker, on était peut-être 5-6 à l'époque qui écoutaient du rap. Il n'y avait pas de beatmaker, il n'y avait pas de studio spécialisé, donc tu sais, c'est sûr que ça progressait moins vite que ça aurait pu si j'avais été à Montréal. Par contre, ce que je faisais, comme bien des gens qui ont commencé, c'est que à l'époque, tu achetais des singles, des genres de singles sur CD, puis il y avait toujours la version instrumentale, tu sais. Tu les trouvais pas sur Internet, mais t'achetais ça, puis là, ça me permettait d'écrire, puis de rapper sur ces beats-là. Donc, c'est de même que j'ai développé mon écriture. Puis, j'étais un maniaque de basket aussi, tu sais, j'ai découvert le basket et le rap à peu près dans les mêmes époques, c'est à peu près fin... C'est une culture qui se rejoint beaucoup. Exactement, tu sais, puis c'était fin années 80, début 90, puis c'est là que j'ai commencé à faire les deux. Puis écoute, moi, j'étais un gars qui dans la vie, quand je fais quelque chose, je me donne à fond. Je suis un gars qui aime se dépasser. Je suis un gars très orgueilleux, puis je veux être le meilleur dans ce que je fais, tu sais. Puis le basket, c'était pareil, tu sais. Fait que j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de bagages, mais j'ai monté, puis je suis devenu un assez bon joueur de basket, je pourrais dire. Donc, bon, écoute, comme ça me prenait un plan B, moi, je voulais faire du rap. Mais je voyais bien que c'était pas nécessairement facile quand t'étais à Rouyn-Noranda. Donc, comme plan B, je me suis dit, ben écoute, j'étais un gars qui tripe sur le basket. J'aime le sport en général, tu sais, j'aime les jeunes. Je vais faire un bac en enseignement. Et c'est ce que j'ai fait à Sherbrooke. Puis ça m'a permis de me rapprocher des grands centres et de me rapprocher aussi de gens qui étaient un peu plus dans le milieu, tu sais. C'est là que j'ai rencontré les gars des ambassadeurs. JP Matt qui a produit tout mon album sauf un titre, tu sais. Puis les gars ils m'ont accueilli à Brouwer à Québec, donc moi les fins de semaine je partais en bus, puis je m'en allais à Québec, je passais en fin de semaine là, puis je faisais des tracks, tu sais, puis là je chantais que j'avais une famille dans le rap, tu sais. Fait que ça a déboulé là. Après ça, j'ai fait des concours Hip Hop Forever, j'ai commencé à faire des shows à Québec, tu sais, c'est là que ça a vraiment décollé. Ouais. Puis là t'es devenu prof à la je suis revenu Source ou à Iberville. À Iberville. Fait que moi je suis revenu, j'ai complété mon bac, j'ai complété mon album en même temps, j'ai tout fait ça en même temps. Fait qu'en 2003
j'avais mon bac, je finissais, puis je commençais à travailler ici, et je sortais mon premier album aussi. Donc, tout ça, ça s'est fait là, pas mal en même temps. Évidemment, vivre du rap à l'époque, encore aujourd'hui, vivre de la musique, à moins d'avoir un gros fanbase puis d'avoir une vraie carrière, c'est pas évident, tu sais. Fait que tu sais, moi je me disais toujours, écoute, je vais faire du rap, je vais avoir ma job, je vais avoir mon fonds de pension, ça va être le meilleur des deux mondes. Je vais travailler avec les jeunes, je vais pouvoir faire du basket, coacher de basket, tu sais. Fait que tout ça, ça a été... Ça fitait, là. Ça fitait, puis ça a été correct. Puis ce qui était cool, c'est que j'ai jamais eu une tâche à 100%. Quand on dit une tâche à 100%, ça veut dire une tâche pleine. Je me suis toujours arrangé avec les directions pour avoir une demi-tâche pour justement pouvoir travailler sur ma musique. Fait que temps partiel, si on veut. Exactement, à temps partiel. Fait que tu sais, j'avais toujours, au lieu de faire du 40 heures semaine, c'est comme si je travaillais 20 heures semaine dans les écoles, puis l'autre 20 heures, ben, je pouvais le mettre dans mes activités de musique, tu sais. Donc, à l'époque, le label, c'était Another G, tu sais. Puis, ça a été comme ça pendant un bon bout, puis ça s'est fait naturellement. Après ça, j'ai eu d'autres signatures. J'ai signé Samian, on a travaillé avec Samian. Après ça, Corias est arrivé, Dramatique, Manu Militari, etc. Puis là, ben, tout ça a fait en sorte que ça a grossi. Et je te dirais qu'en 2010, là, il a fallu que je fasse un choix parce que j'étais... T'étais rendu là. Ben, c'est parce que là, j'avais 50% de tâches en éducation physique, mais en enseignement, mais finalement, j'en travaillais peut-être 15 parce que j'étais tout le temps parti d'un bord puis de l'autre en tournée. Fait que j'ai remis ma démission. Puis ça a été une grosse décision. Parce que tu sais, t'as un fonds de pension, t'as tes contacts, t'as une permanence. Exact. Quand t'es prof, t'as le droit à toutes ces belles choses-là. Ben, mais exact. t'aimes-tu mieux être prof ou faire ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que je connais la réponse. Là. Ben écoute, tu sais, je veux dire, moi ce que j'aimais de mon métier en tant que prof, c'était le contact avec les jeunes, c'était... Comme on a parlé, c'était l'implication. Moi, ma passion, c'était le basket. Donc, quand j'enseignais, j'avais une partie de tâche qui était dédiée au coaching. Fait que ça, je tripais là-dedans. L'autre, la part où je tripais un petit peu moins, c'était la partie discipline. Des jeunes qui étaient un peu moins motivés, parce qu'il y en a toujours, tu sais. Je te dirais qu'en général, j'avais un super contact avec les jeunes, mais il y en a toujours qui sont un peu moins motivés, puis faire la discipline, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaisait un peu moins. Là, tu vois, je m'implique encore dans le sport parce que là, je suis impliqué dans le basket. T'sais. Ouais, j'ai eu la chance de devoir coacher parce que ma fille voulait l'essayer. Ouais. Puis, tu sais, je joue avec au 21, super bonne à trip, mais avec plein de monde, elle a plus de misère un peu. Mais jeune un peu, ta fille. Elle a 10 ans. Ouais, c'est ça. Elle est encore jeune. Ouais, exact. Mais j'ai bien apprécié la façon de procéder avec les jeunes. Puis tous les jeunes semblent t'aimer. Évidemment, ils connaissent c'est qui Steve Jolin. Moi, je me souviens des enfants de mes amis. C'est qui ton prof d'éduc? Hey, c'est Anna Dadji. Tu sais, c'était ça les réponses qu'on avait. C'était super sharp. Puis t'as fait une belle job. Mais là, depuis 2010... tu fais juste ça à temps plein, c'est ça. Ouais. Ton travail à temps plein, c'est les disques 7e ciel. Ouais. Oh, et puis écoute, si je pouvais me cloner... tu le ferais? Je le ferais. Mais non, écoute, ça va super bien, mais c'est ça, je suis pas... comme je te dis, en ce moment, ce qui est le fun, c'est que je m'implique avec Basketball Rwanda. Tu sais, je m'implique ici dans la structure. On a fait un camp d'été, on a fait les samedis, on a du mini-basket. On s'implique. Fait que tu sais, le plaisir que j'avais d'enseigner puis de me donner pour ce sport-là qui m'a donné beaucoup à moi, tu sais, ben je le retrouve là-dedans, tu sais. Puis je suis capable de en ce moment, c'est le meilleur des mondes parce que j'ai mes deux passions avec lesquelles je peux c'est un beau complément. Là. Exactement. Puis le temps avance, faut que je saute des questions parce que je trouve ça intéressant. On va toujours plus loin, tu sais. Non, mais on finit par trop parler. Tu sais, je me dis, OK, je vais me faire des petits liners, tac, tac, tac. Finalement, je regarde jamais les liners parce que la discussion a fini par s'en aller tout seul. Puis c'est ça que j'aime. Mais je vais te poser une question. Selon toi, à part tes poulains, c'est qui le meilleur rappeur au Québec? Aïe, quelle question. À part mes poulains.
Ça dépend de ce que tu cherches, tu sais, parce que il y a tellement... Tu sais, maintenant, je te dirais qu'il y a autant de styles de rap. Tu sais, à l'époque, quand le rock est arrivé, il y a comme eu plein de styles de rock qui se sont faits, tu sais. Ouais. C'est un peu la même chose qui est en train de se faire dans le rap. Le meilleur rappeur, à part les miens en plus. Là, gars, je vais t'aider un peu. T'es-tu plus type Loud ou plus type Rhymes? Puis je respecte les deux. J'aime j'adore les deux. là. J'aime les deux. Fait que ça va être bien difficile, mais j'aime bien les deux, tu sais. J'aime le côté plus raw de Rhymes. Ouais. Puis j'aime beaucoup le côté pop de Loud, tu sais. Je pense que les deux, ils puisent dans deux univers un peu différents. Ils sont sur le même label. Ils sont sur le même label, tu sais. Puis c'est deux artistes que je respecte beaucoup puis que j'aime beaucoup, tu sais. Fait que puis que je tourne dans mon émission, tu sais, que j'ai une émission sur Sirius. Donc, mais tu sais, je te dirais qu'en ce moment, il y a tellement de bons trucs qui sortent. Tu sais, j'aime beaucoup les gars de 514. Tu sais, White Bee, je trouve ça super intéressant ce qu'il fait. Tu sais, on a parlé de Soulja. Tu sais, Soulja, c'est fou. Tu sais, c'est un gars qui... Soulja, c'est un monstre. Je peux pas comprendre comment il fait pour sortir autant de pièces, d'albums comme il fait là. Puis c'est tout le temps bon. Les textes, c'est de la bombe. Là. Ouais. Ouais, c'est exactement, c'est ça, tu sais. Puis il va chercher quelque chose et t'écoutes ça, tu sens que c'est vrai. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui ont, tu sais. C'est quand tu sens quelque chose, t'écoutes quelque chose, puis t'as des frissons sur les bras parce que tu sens que c'est vrai ce qui se dit, tu sais. Ben Soulja, c'est un gars de même, tu sais. Mais après, écoute, je pourrais t'en nommer, là, il y en a plein que j'apprécie, tu sais. J'aime bien le rap des gars de Dead Obies, tu sais. Tizo, il y a des gros tracks, tu sais. Toute cette nouvelle garde-là, tu sais, j'aime bien, puis j'essaie d'être le plus au courant possible, tu sais, justement, parce que je te parlais que j'ai une émission, j'essaie de faire découvrir des nouveautés, tu sais, mais il y a bien du bon stock en ce moment. Puis dans le rap américain, quand t'étais jeune, c'était qui? Ben moi j'ai été un gros fan de Tupac à l'époque. Ça a été j'ai trippé sur le West Coast, c'est drôle parce que tu sais ici on est vraiment plus près du East Coast, mais j'ai trippé sur c'est sûr que le West Coast il y a une domination du mouvement à un certain point, tu peux pas faire abstraction. Mais tu sais j'ai trippé sur Nas, j'ai trippé sur Rakim, j'ai trippé sur Tupac, Biggie. Après ça, tu sais, écoute, j'ai trippé sur tellement d'affaires, là, tu sais. Je te montrais ma collection de CD à l'époque, tu sais, puis... Tu l'as-tu encore? Ben oui, je l'ai encore. Moi, je l'ai encore, puis je l'ai déplacé tout récemment, puis ma blonde, à chaque fois, elle dit, ces CD-là, tu vas faire quoi maintenant avec ça? Mais j'ai besoin de ça, moi, du physique, tu sais, je suis comme ça. Alors, puis c'est drôle, parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas Internet, tu sais, fait que la seule façon de découvrir le rap, tu sais, c'était, on achetait des magazines qui s'appelaient les Rap Pages, les The Source à l'époque, tu sais, puis là, on regardait, puis on était 5-6 à triper sur le rap, tu sais, puis là, on se divisait les albums, on checkait les pubs. OK, lui, moi, j'essaye Crime Boss. OK, moi, j'essaye celui-là, tu sais. Moi, j'essaye ça. Là, finalement, on faisait des commandes. Le gars chez Polisson, man, il s'arrachait les cheveux de la tête parce qu'il fallait qu'il trouve ça, tu sais. Puis là, une année, ça arrivait qu'on avait une commande de CD en arrière qu'on avait acheté le jeudi. J'avais ma paye de la pharmacie Ton travail étudiant dans le job étudiant, ouais. C'est ça. J'allais chercher ça, puis dérangez-moi pas du week-end, j'écoute de la musique, tu sais. Fait que non, ça a été de même qu'on a fait ça, mais écoute, j'ai trippé sur tellement d'affaires. Tu te considères-tu comme passionné ou intense ou les deux ou... Tu sais, tu penches vers quoi? Parce que moi, souvent, les gens vont me dire « Hey, Jeff, justifie que t'es intense, toi, dans la vie. » Moi, je réponds toujours « Non, je suis passionné. » Fait que je sais pas si c'est un peu la même chose pour toi, là. Moi, je me considère passionné au lieu d'intense. Ça me semble intense. Ben, c'est parce qu'intense, ça peut être mal perçu. Ouais, c'est ça, exact. Après, tu sais, ça prend de l'intensité aussi pour arriver à nos fins, tu sais. Fait que je pense que c'est un mélange des deux. Mais clairement que faut que tu sois passionné. C'est sûr que tout part d'une passion.
Puis surtout quand tu fais ce qu'on fait à partir d'où on est, faut que tu sois passionné. Absolument. Puis on va terminer ça avec une petite surprise. J'espère que tu vas embarquer. La semaine passée, avec Alex Bocage, je dis la semaine passée, mais lors du dernier show, on a bu du jus de pamplemousse. Là, il n'y aura pas de jus de pamplemousse. Mais je te lance un défi. La track Talk Shit, je me souviens du début, puis je veux voir si tu es capable de faire un verse ou deux après. On la chante pas au complet, là. Mais tu sais que Talk Shit, c'est un seul verse. Hein? Ouais, OK. Fait que ça va être... Bon. Ça fait déjà un bout. Je prends ton accent un peu. Okay. Ça fait déjà un bout que je prépare l'attentat. Ça, je fonce dans le tas. Dommage, tu comprends pas. La suite. Direction 117 Sud pour remplir mon mandat, représenter Noranda, Rouen à 7 heures dans le bois. Yes! Juste ça, là. C'est parfait. Tu vois, le hamster roule pour essayer de me souvenir du reste. Ça fait longtemps. Hey Jay, je t'appelle Jay, là, mais Steve, merci beaucoup. Je suis content que tu sois venu. Un beau talk, puis on se reprend ça à un moment donné. Grinder